On s'est dit qu'on pourrait commencer ce webinaire par un rapide rappel sur deux mots de vocabulaire qui ne sont pas toujours simples à visualiser. C'est la réalité virtuelle d'un côté, la réalité augmentée de l'autre. La réalité virtuelle, c'est l'utilisation d'un casque qui nous permet, ou d'une lunette, comme on souhaite l'appeler, qui nous permet d'aller dans un monde entièrement créé en 3D, entièrement virtuel, dans lequel on peut interagir avec des objets, on peut se déplacer librement, on peut avoir une représentation de son propre corps et on peut donc interagir, faire tout un tas d'exercices. C'est particulièrement adapté quand chez notre client, on a peu d'espace et qu'on veut visiter un grand bâtiment, qu'on veut faire des exercices. Si c'est de l'incendie, on peut faire un exercice à l'échelle d'un bâtiment entier sans bouger de 4 mètres carrés, de 3-4 mètres carrés. La réalité augmentée, qu'on voit sur la droite, donc là, on voit que la personne a des lunettes avec de la transparence. C'est la possibilité d'ajouter des éléments virtuels par-dessus les images réelles. Donc, en fait, le système filme devant lui. On a l'impression que les lunettes sont finalement transparentes. Alors, ça marche aussi très bien avec un téléphone ou une tablette. On regarde le monde réel à travers notre dispositif et le logiciel ajoute des éléments en plus. C'est pour ça qu'on parle de réalité augmentée, une réalité avec des éléments supplémentaires. Ça, c'est adapté à plein de choses. Alors, ça marche très bien sur mobile, tablette et aussi avec les casques, soit de réalité augmentée, comme le HoloLens, qui est le plus connu, ou le Google Vision, le Google Glass il y a quelques temps, et ça marche très bien avec iPhone. Alors, on va vous faire un rapide rappel de l'histoire de la réalité augmentée. Souvent, ces technologies, on pense qu'elles sont très très récentes, mais on voit que la première machine de réalité augmentée a été créée en 68. C'est un peu les années 70, c'est l'émergence aussi de la réalité virtuelle. En 92, il y a un premier appareil, on n'a pas l'image ici, mais c'est quelque chose d'un peu, ça ressemble un peu à Orange Mécanique, ça n'a vraiment pas l'air confortable. En 2009, grosse révolution, puisque là, on est capable de faire de la réalité augmentée sur tablette et mobile. Du coup, ça devient très couramment utilisé, surtout pour agrémenter des plaquettes où on met un QR code et puis les personnes prennent leur téléphone et voient apparaître un objet. Au début, c'était souvent des voitures, ça pouvait être des poêles à bois, des choses diverses, mais voilà, ça va apparaître un objet 3D à partir d'un QR code. En 2013, il y a le lancement des Google Glass. Donc là, le principe, c'est qu'on avait un tout petit écran hologramme sur un des deux yeux qui affichait des données pas vraiment liées au monde réel. Il y avait quand même des caméras qui filmaient, mais c'était un peu dissocié. Et la technologie existe encore dans l'industrie. Il y a pas mal de lunettes qui donnent des infos aux opérateurs. En 2015, sortie des Google Glass, des HoloLens, pardon. Là, c'est une très belle révolution puisque c'est des images qui sont complètement intégrées dans l'espace. Je peux tourner autour d'un objet 3D qui est diffusé et puis je peux ajouter des informations par-dessus des objets. Alors ça a été utilisé par exemple pour les réparateurs d'ascenseurs. Ils sont face à un moteur et ils ont besoin d'indications de leur hotline. Le système est capable de reconnaître chacune des pièces, de les nommer, d'aller associer des documentations techniques, etc. En 2016, c'est le moment où la réalité augmentée a été la plus visible pour le public avec les Pokémon Go. Là, le principe, c'était que des Pokémon virtuels étaient localisés dans l'espace. Avec son téléphone, on essayait de les retrouver. Et puis, à un moment, on voyait notre jardin avec un Pokémon virtuel au milieu. Et puis, on devait l'attraper, etc. Il y a des petits jeux. En 2022, sortie du Magic Leap. Donc là, plusieurs milliards de dollars d'investissement. Une promesse énorme qui, finalement, n'a pas vraiment été tenue. Même si le système existe encore, c'est moins disruptif que ça avait été annoncé. En 2023, énorme changement avec la sortie du casque MetaQuest 2, un casque MetaQuest 3, un casque grand public qui permet de faire de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée
de bonne qualité, à un prix abordable. Donc là, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de faire de la réalité augmentée à ce moment-là. C'est un système qui marche très très bien, qui est régulièrement enrichi par le constructeur et, voilà, c'est très efficace. En 2024, sortie de l'Apple Vision Pro. Donc là, un casque à nouveau avec, comme toujours chez Apple, avec beaucoup de marketing, beaucoup de promesses, une image qui est très jolie, des fonctionnalités qui sont quand même très proches de celles qui existent déjà dans l'Oculus 3. Et puis, un écosystème Apple qui est quand même pas très facile à gérer pour les développeurs et surtout un prix de casque qui est prohibitif et un casque qui est sans doute fragile. Donc, pour l'instant, il n'est pas tellement adopté dans le monde de la formation. Alors, quelles problématiques est-ce qu'on peut trouver, quelles problématiques trouve-t-on dans la formation incendie et pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de nouvelles solutions pour l'améliorer? Alors, la principale des difficultés dans la formation incendie, c'est la pratique. On veut être sûr que les stagiaires seront capables de bien mettre en application la formation théorique qu'on leur aura donnée en situation de stress, avec l'alarme qui sonne dans les oreilles, avec le feu, avec plein de choses qui sont très, très stressantes. Ils doivent faire une analyse du sinistre et prendre la décision d'agir ou pas, ce qui est très important, parce que dans certains cas, il ne faut évidemment pas essayer d'intervenir sur un feu. Ils doivent penser à activer les alarmes, appeler les secours, cloisonner, utiliser les extincteurs, choisir plutôt le bon extincteur quand même. Bref, énormément de choses qu'ils reçoivent en théorie et pour lesquelles les formateurs ont du mal à s'assurer que la pratique sera bien réalisée comme il le faut. Ils reçoivent des consignes théoriques ou même assez pratiques et souvent spécifiques à leur environnement. En revanche, ils doivent faire un effort d'imagination pour se dire, OK, donc ce qu'on m'a expliqué, si ça arrivait chez moi, il faudrait que je le comprenne comme ça, il faudrait que j'agisse de telle façon. Ça pose des difficultés. Et puis, souvent, les entreprises ont des contraintes d'espace, peuvent ou pas avoir accès à des espaces pour les formateurs. Donc, c'est pas très simple. Les solutions les plus communément utilisées depuis, on va dire, 2017-2018, c'est la création de simulateurs réalistes qui permettent de s'entraîner sur des surfaces équivalentes au réel, d'adapter les scénarios dans tout type d'environnement et de mémoriser les emplacements réels des extincteurs et des boutons d'action. À nouveau, tant qu'on n'a pas eu besoin d'appliquer les choses, on les mémorise pas tellement. Et là, avec des simulateurs adaptés, on peut vraiment s'entraîner avec nos vrais boutons d'alarme, les vrais emplacements d'extincteurs et donc les mémoriser. Ce qui est important aussi, c'est de proposer un accompagnement avec des formateurs professionnels et plutôt individuel pour aider les stagiaires à gérer leur stress et leur expliquer comment agir de la meilleure des façons. Utiliser des équipements faciles à déployer, à utiliser et maintenir pour pouvoir être très efficace, agile et intervenir confortablement chez le client. Aujourd'hui, on a plusieurs technologies possibles. Ce qui est le plus couramment utilisé, c'est le bac à feu, en tout cas d'une manière historique, mais le bac à feu a certaines limites. Il ne permet pas de valider la compréhension du process. On n'a pas de réalisme de situation puisqu'on est dans une cour avec des palettes alors qu'on entraîne des gens qui ont peut-être un feu dans leur bureau. Donc là, il y a quand même un décalage. C'est pas très respectueux de l'environnement puisqu'il y a des polluants. Il y a des risques à l'utilisation, même s'ils sont rares, avec des professionnels, avec des formateurs professionnels, mais en tout cas, c'est perçu comme potentiellement dangereux par les stagiaires. Et il y a l'utilisation de consommables qui implique des coûts et qui limite les marges des formateurs. Le principal atout, c'est qu'on a face à soi un feu réel. Ça, c'est quand même intéressant. Mais le principal défaut, c'est que la pédagogie est très limitée à l'instant extinction du feu. Et tout le reste ne peut pas être étudié.
En unité mobile, ça va un petit peu plus loin, puisque là, on a le feu réel et on a la validation du process. Mais il y a certains autres défauts qui restent dommageables, puisqu'on n'a pas de réalisme de situation. En effet, on est dans un petit espace de quelques mètres carrés, et puis on doit on doit s'entraîner comme si on était dans un étage de bureau ou dans un espace de production de plusieurs centaines de mètres carrés, alors qu'on est dans un tout petit espace. Les extincteurs électroniques, à nouveau, on valide pas le process, on est vraiment que sur l'exercice incendie. Il n'y a pas de polluants, il n'y a pas de risque, mais c'est très limité en termes de situation. On a des émetteurs de fumée qui, eux, sont réalistes et qui ont pour avantage de permettre de travailler en groupe, par exemple. Mais on est à nouveau sur le moment où on doit faire face aux fumées et où on doit évacuer des collègues et des choses comme ça, mais c'est vraiment un petit, c'est un moment très précis de l'exercice incendie. En réalité virtuelle, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, alors les choses sont à peu près les mêmes sur réalité virtuelle, réalité augmentée. On a la validation du process complet, depuis la levée de doute jusqu'à l'évacuation des collègues, le cloisonnement, fermons les portes. On peut prendre un téléphone, appeler les secours. Bref, on a le process complet. On a une situation réaliste, puisqu'on est sur plusieurs centaines de mètres carrés où on doit faire sa levée de doute. On voit comment le stagiaire fait sa levée de doute. C'est tout à fait inoffensif pour l'environnement. Il n'y a aucun risque à l'utilisation, pas de consommables. Et le principal atout de la réalité virtuelle, c'est qu'on est sur un process complet, donc grands espaces, à partir d'une salle de formation normale, ou comme je le disais tout à l'heure, dans un espace de 3 à 4 mètres carrés, on peut se déplacer virtuellement sur tout un étage de bureau. Alors que l'avantage de la réalité augmentée, c'est qu'on va faire une simulation complète dans l'espace réel de travail du collaborateur. Ça, on va le montrer dans quelques instants. Les défauts, le défaut de la réalité virtuelle, c'est que c'est compliqué de créer de nouveaux espaces. On ne peut pas fabriquer un modèle 3D de tous les environnements clients. Et ce qui est un petit peu dommage dans la réalité augmentée, c'est que pour l'instant, on n'est pas capable de travailler à plusieurs, on ne peut pas faire du travail d'équipe. On est sur de l'individuel. Mais sans doute que ça évoluera dans le temps. Alors, nous allons accueillir un premier témoin qui s'appelle Nicolas Boudin, qui est responsable des formations incendie à la Bibliothèque nationale de France pour la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Il intervient aujourd'hui en tant qu'expert de l'utilisation de simulateurs incendie en réalité virtuelle et réalité augmentée dans le cadre de la formation dans des lieux recevant du public, donc des salles de lecture de la bibliothèque et de la protection des documents les plus précieux de la nation. Donc, merci à ces équipes de prendre soin de nos documents si précieux. Et il va nous faire un retour d'expérience sur les différentes technologies qu'il a utilisées en formation pratique dans le cadre des formations EPI. Évidemment, on ne parle pas de toutes les formations vraiment typées pompiers. Pendant son intervention, vous pouvez poser des questions sur le chat. Et puis, quand il aura terminé, on pourra vous répondre. Bonjour Nicolas. On a un petit peu évoqué les différents supports de formation pour la pratique de l'extinction incendie. Toi, tu utilises couramment la réalité virtuelle, la réalité augmentée, et puis tu as utilisé d'autres outils pour travailler. Est-ce que tu peux nous faire ton retour d'expérience? Eh ben, effectivement, je vais revenir sur ce que tu as dit auparavant, notamment sur la partie bac à feu. Sur le site de la bibliothèque François Mitterrand, anciennement, la formation a été dispensée. Alors, on forme environ 400 personnes à l'année, 4 à 500 personnes à l'année. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde à former avec une quinzaine de formateurs qui se répartissent donc différentes formations. Et on avait au niveau de la formation un bac à feu avec toutes les contraintes qui étaient liées par rapport à ça. Alors quand je parle de contraintes, il y a la partie déjà logistique. Le bac à feu était stocké dans un endroit, donc il fallait le déplacer. Après, ensuite, en étant sur un lieu un petit peu particulier sur le site de la BNF,
On ne pouvait pas faire l'utilisation de flammes, on va dire réelles, n'importe où. Et les contraintes de stockage de bouteilles de gaz, voilà, de toute la grosse partie de logistique qui était vraiment un poids pour nous. Ça fait à peu près maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble sur le développement du projet. Et maintenant, on est arrivé à quelque chose de vraiment abouti et qui plaît d'une part aux formateurs, mais notamment aux gens qui sont formés, qui sont beaucoup plus investis dans la formation. Au cours de la formation, en fait, nous, on développe. Alors avant, on développait une formation en 2 temps, une partie, on va dire, théorie en salle, et après, on se déplaçait sur le site, qui est quand même assez grand, 300 000 m², donc ça fait de la surface. Il fallait se déplacer, donc on avait aussi une contrainte de temps qui était liée par rapport à ça. Et il fallait se déplacer pour faire la partie bac à feu. Actuellement, maintenant, on est sur une nouvelle chose. On travaille on a développé une partie en e-learning, c'est-à-dire avec des vidéos que les gens doivent consulter et avec un suivi de consultation qui nous permet de valider, savoir si les gens ont bien suivi la partie, on va dire, théorique. Et une deuxième partie où on va directement dans les différentes salles de lecture ou différents postes de travail au niveau de la BNF pour faire la formation directement des agents sur place. Alors, ce qui permet d'avoir un confort, alors tout d'abord déjà un confort par rapport à la formation, parce qu'on n'est plus bloqué par, on va dire, l'environnement, la salle à réserver, etc. Là, on va directement sur leur lieu de travail, et en plus, les gens se sentent vraiment en immersion parce qu'ils sont vraiment aux endroits où effectivement demain, s'il se passe quelque chose, on leur demandera d'intervenir dans cet endroit-là. Donc la formation a été largement développée par rapport à ça. La partie, on va dire, réalité augmentée, elle nous a vraiment développé les choses parce que les gens étaient un petit peu friands, le fait de s'approcher du bac à feu, le fait de se déplacer, le fait de venir en salle et de pas savoir exactement où on se situe. Là, on vient un petit peu, on va dire, à la marge. Dès qu'on a 3-4 personnes à former, et ben on va directement sur site et on va former ces personnes-là. Donc, on a gagné au niveau temps, au niveau formation. Les gens sont vraiment demandeurs et avant, ils étaient un peu réticents en mode j'ai pas forcément envie de toucher un extincteur ou de m'approcher des flammes, j'ai peut-être peur de me brûler. Là, les gens sont vraiment demandeurs de la formation et on a vraiment de très bons retours. Extra, merci beaucoup. Est-ce que vous avez aussi fait des calculs de rentabilité? Est-ce que vous vous êtes demandé, j'imagine que oui, parce que vous êtes des gens sérieux et puis il faut convaincre C'est le gros souci du moment. De toute façon, hein, c'est aussi s'y retrouver à ce niveau-là. Comme j'ai pu évoquer, le fait de l'entretien du matériel, anciennement matériel bac à feu, le stockage de bouteilles de gaz, de remplacement, la logistique, aller chercher les bouteilles ou se les faire livrer. Enfin bon, on avait toute une problématique de gestion par rapport à ça. Et là, au niveau coût, on va dire par personnel formé, hein, je rappelle, nous on est sur à peu près 400 personnes formées, entre 400 et 500 personnes formées par an. Forcément, les coûts de formation sont vraiment amoindris, quoi. On est sur à peu près 10 euros, en dessous de 10 euros du coût de formation pour un personnel, pour ce qu'on appelle nous un PAX. Pour un personnel formé, on est sur une moyenne autour des 10 euros, quoi. Chose que on était sur des coûts beaucoup supérieurs sur l'ancienne version. Donc, vu qu'on est dépendant, on est quand même détaché. Enfin, je rappelle, Pompiers de Paris, mais détaché sur le site de la BNF François Mitterrand. Donc, c'est eux qui gèrent le budget et tout. Donc, forcément, ils ont apprécié le budget formation qui a diminué et l'augmentation au final des formations. On a augmenté en volume de formés et on a diminué le budget. Donc, très intéressant pour eux. Et un gain de temps pour les équipes qui sont
du coup plus disponible pour les collaborateurs, et puis d'autres Tout à missions. fait, ouais, un gain de temps sur la formation. Et puis quelque chose faut rappeler, hein, c'est dans l'air du temps, comme tu l'as dit, hein, c'est en pleine évolution. Voilà, il faut, comme on dit souvent, il faut se mettre à la page et il faut travailler avec. Et c'est bien qu'on travaille dessus et qu'on puisse vraiment développer ce projet-là et passer carrément à autre chose, quoi. Extra. Écoute, merci beaucoup. Je vois qu'on nous demande combien vous avez de systèmes de réalité augmentée à la BNF. Alors actuellement, on a 2 systèmes de réalité augmentée. On travaille, ouais, j'ai vu les questions. On travaille sur 2 systèmes, en fait, avec 2 systèmes, donc ce qui nous permet de travailler sur plusieurs endroits à la fois et de lancer des formations. Ce qui est intéressant aussi au niveau de la formation, c'est qu'en fait, alors nous, quand on se déplace sur une formation, on va dans ce qu'on appelle dans les salles de lecture avec des agents qui sont en place. Ils sont plusieurs dans les salles. Donc, ce qui permet d'allier la formation, on va dire propre, évacuation, mais également des gestes qui sauvent. On peut incrémenter, vu qu'on est en réalité augmentée, on peut mettre une personne à mobilité réduite ou une personne qui aurait fait un malaise. Et donc, du coup, les gens sont vraiment dans leur univers et agissent en conséquence avec toutes les choses qui peuvent être bien autour. Chose qu'on ne pouvait pas faire avant parce que on est obligé de cadencer la formation en fait. On est obligé de faire une partie salle, une partie bac à feu et après on revenait plus sur les bons gestes, prévenir les secours, l'alarme, enfin bon, etc. Ok, extra. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas. C'était super complet. Il y a plein d'informations qui, je suis sûr, vont servir à l'audience. Et puis, continuons. Ah, je vois plusieurs personnes qui te remercient, ouais, dans le chat. Merci à vous. Merci à toi en tout cas. Et puis après, on fera une table ronde avec les experts en fin de session. Donc, reste avec nous. Alors, on a répondu aux questions. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de la réalité augmentée dans la formation incendie? Alors, les atouts, Nicolas en a évoqué plusieurs. C'est que la simulation se passe dans l'environnement de travail du collaborateur. On peut vérifier sa compréhension et la mise en application du process complet au plus proche de la réalité. La solution est sûre, non polluante. On apprend par l'expérimentation directe, pas besoin de se transposer. On a la mise en contexte du process. Ça se passe dans notre environnement. On remarque d'ailleurs que on ne fait pas de formation chez Eruino, mais quand on accompagne les formateurs, on voit que les stagiaires ne savent pas où sont les boutons d'alarme, ils ne savent pas où sont les extincteurs. Donc là, c'est mémorisation directe. Et puis, on a une technologie qui bénéficie d'une image attractive. Les gens ont envie de s'inscrire, ont envie d'apprendre avec ces méthodes. Les limites, c'est qu'il y a une solution technique spécifique qui est, on le verra plus tard, qui est pas exorbitante. On est sur des casques grand public. Donc ça permet d'avoir des coûts raisonnables. Il faut un peu de formation et puis de mise en pratique pour les formateurs, même si on fait tout pour que ça soit simple. Il y a un petit peu de prise en main, mais c'est vraiment pas méchant. Il nous manque les sensations physiques, donc l'absence de chaleur, l'absence de fumée. Et en même temps, ce défaut est un peu controversé, puisque les formateurs disent aussi que un stagiaire, un EPI, un équipier de première intervention qui ressentirait de la chaleur ou qui aurait des fortes odeurs de fumée, finalement ne serait peut-être pas au bon endroit. Il serait peut-être en train de prendre des risques avec sa santé. Il serait peut-être en train d'intervenir là où il ne doit pas le faire. Et voilà, donc c'est finalement peut-être pas si gênant, peut-être pas si limitant. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, il y a une petite frustration sur le nombre d'utilisateurs en simultané. Mais ça, à nouveau,
certainement que ça sera réglé dans un futur proche. Alors, FireVR, on considère que c'est une solution unique. On en est très fiers et on espère que vous le pensez aussi. Ça fait partie de la seconde génération des simulateurs incendie en réalité augmentée avec extincteur virtualisé. On ne parle pas des solutions sur téléphone portable ou qui ne sont pas de vraies solutions de formation. Mais, il y a des solutions qui sont apparues il y a 4-5 ans avec des systèmes qui étaient plus lourds. Nous, quand on a vu l'arrivée du MetaQuest 3, sa légèreté, sa fiabilité, son efficacité, on s'est dit que ça y est, c'était le moment de faire de la réalité augmentée pour l'incendie, sachant qu'on avait déjà un simulateur en réalité virtuelle avec extincteur virtualisé reconnu et déjà largement adopté. Donc, on a décidé de le faire sur du matériel grand public, avec, comme dans notre cahier des charges, un lancement de l'application, un paramétrage en moins de 5 minutes, des mises à jour, et puis il y a aussi un intérêt avec les mises à jour du casque. Le casque s'améliore régulièrement et on le prend en compte. Et de notre côté, on fait évoluer l'application pour l'enrichir et emmener tous les éléments pédagogiques dont vous avez besoin. Autre avantage, c'est qu'on utilise des extincteurs virtualisés, comme je le disais, éprouvés. Aujourd'hui, on a déjà plus de 45 000 passages de stagiaires qui ont été formés, aujourd'hui principalement évidemment avec la réalité virtuelle, puisque la réalité augmentée était vraiment utilisée en formation depuis septembre. Les formateurs ont commencé à le tester et à voir ce qu'il pouvait donner dans les différents secteurs d'activité, nous faire des retours, nous aider à avancer depuis mai. Mais c'est depuis septembre que la solution est stable et qu'elle est utilisée, en réel. Sur ces extincteurs, on a tous les organes de sécurité qui sont interactifs. Donc, on peut enlever la goupille, casser la capsule de gaz, utiliser les poignées de pulvérisation. C'est des extincteurs recyclés que nous enrichissons avec des mécanismes en impression 3D et qui n'ont besoin pour fonctionner que des manettes fournies avec le casque. Donc, pour des choses simples à maintenir et abordables, puisqu'on n'a pas besoin d'acheter des objets supplémentaires. Et c'est fabriqué, designé par nos équipes en Ile-de-France, donc un produit 100% made in France. Le déroulé d'une formation avec FireAR. Au début, le formateur analyse l'espace de travail de l'apprenant. Là, il va imaginer un scénario qui va être plus ou moins simple ou compliqué. Il va pouvoir choisir de se placer près d'objets qui peuvent ajouter du danger à un départ de feu ou qui peuvent simplifier. Ensuite, il met le casque, il utilise ses manettes pour placer les organes de sécurité, déclencheur d'alarme, coupure d'énergie, alarme, ouverture de porte, bref, tous les objets qui sont utilisés dans la protection incendie. Et puis, il place des extincteurs qu'on voit près de moi, qui sont des extincteurs virtualisés, et il les place en remplacement des extincteurs du client. Ce qui fait que le stagiaire va devoir aller jusqu'à l'emplacement réel de l'extincteur pour le décrocher, enlever la goupille, pulvériser. Et de même, il va devoir aller déclencher l'alarme à l'endroit où se place la vraie alarme. Ce qui est très intéressant et comme je le disais tout à l'heure, on s'aperçoit que les gens, même s'ils passent devant les extincteurs tous les jours et devant les boutons d'alarme tous les jours, ne savent pas où sont ces éléments. Ensuite, le formateur ajoute son départ de feu. Il a le choix entre plusieurs feux. Feu qui fait beaucoup de flammes, peu de fumée, beaucoup de fumée, peu de flammes, feu d'origine électrique, avec différentes tailles de feu. Et s'il multiplie le nombre de départs de feu au même endroit, en fait, il va rendre le départ de feu plus dur à éteindre. Il valide le scénario, donne le casque à l'apprenant, et l'apprenant est parti dans son scénario avec le formateur qui l'accompagne. Ensuite, débriefing, échange, la formation pratique s'est terminée et le formateur a pu vérifier l'ensemble des points pratiques et de la validation du process.
Alors, on va vous montrer ça, parce que c'est quand même intéressant d'avoir la preuve en image. Donc, voici quelques images de FireAir en action. On va essayer de faire des exemples dans plusieurs environnements différents, que ce soit par an. Donc là, un premier exemple qui se passe dans un espace logistique, avec un feu qui est déjà assez déclaré. Je vais, au bout de l'espace, chercher mon extincteur. Hop, on enlève la goupille, on presse la capsule de gaz, et puis on peut pulvériser avec un vrai extincteur en main, une vraie poignée. Donc, un petit peu de poids, on nous demande de temps en temps si les extincteurs sont aussi lourds que des extincteurs réels. Ce n'est pas tout à fait le cas puisqu'on a vidé on n'a plus d'eau pulvérisée dedans, mais ça fait quand même un poids qui est raisonnable et intéressant. Un autre exercice où on est averti d'un feu je crois que c'est armoire électrique dans ce cas. Donc là, on voit notre feu d'armoire électrique avec des étincelles. On coupe l'électricité, il reste le feu, mais les étincelles ont disparu. On sonne l'alarme, extincteur CO2, et puis on pulvérise. On peut ensuite prendre un téléphone, appeler les secours. Donc là, on va appeler les pompiers, mais on aurait pu évidemment composer le numéro des secours de l'entreprise. Et on a certains formateurs qui appellent pour de vrai, qui préviennent le poste de sécurité et qui l'appellent pour de vrai. Donc là, nouvel exercice, on a une vanne de gaz à fermer, qui est un des objets qui sont ajoutés par le système. On voit qu'on a un plafond de fumée, on a plusieurs départs de feu. On va retrouver le déclencheur manuel, l'extincteur à eau, hop, activation de l'extincteur, et on éteint. Ici, on a beaucoup de départs de feu, du coup, c'est plus dur à éteindre. Et puis, on va voir qu'on est peut-être limité par la contenance de l'extincteur. On voit qu'on a des feux de nature différente en fonction des objets. Et puis, ben bravo, on a réussi à tout éteindre. Un opérateur est prévenu qu'il y a un feu dans la cour. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe d'un espace intérieur à un espace extérieur. On est sur plusieurs centaines de mètres carrés d'espace utile. On sonne l'alarme, prise d'extincteur. On n'est pas sur le collaborateur le plus pressé de l'année. Il n'a sans doute pas la médaille. Et puis, on prépare l'extincteur, on teste. Et on éteint le départ de feu. Alors, on va évoquer les avantages, les atouts pédagogiques de la réalité augmentée avec Benoît Lebrun. Un petit rappel statistique et ce que disent les études scientifiques. Premier gros avantage, c'est 100% d'attention. C'est Samsung Electronics qui l'a mesuré. Quand on a le casque devant les yeux et qu'on est face à une situation réaliste, on ne peut pas
Ça n'arrive pas qu'un stagiaire dise « Ah tiens, je vais passer un coup de fil, je vais faire autre chose ». Il est complètement dans l'action. On a un taux d'engagement qui est beaucoup plus grand qu'avec les autres formes avec les autres supports de formation, parce qu'on est à 70%. On a les signaux d'erreur et de surprise. Donc on sait que, et puis on gagne en mémorisation, puisqu'on sait qu'on retient 90% d'une expérience réelle, 80% de ce qu'on voit, 20% de ce qu'on entend, donc là plutôt des informations théoriques, et 10% de ce qu'on lit. Donc on est sur un différentiel qui est vraiment énorme avec l'expérience directe. Ça consolide les notions apprises, puisqu'on est à plus de 75% de rétention par rapport à une formation uniquement théorique ou en tout cas pas complètement pratique. Et puis, comme je vous le disais, nous allons accueillir Benoît Lebrun, qui est le co-gérant de l'organisme de formation OFPIS, qui existe depuis 2017. Benoît intervient depuis 2020 avec des solutions de formation, de simulation incendie en réalité virtuelle et réalité augmentée. Il a utilisé plusieurs systèmes, dont les nôtres, mais pas que, ce qui lui donne une vision assez large du secteur. Et il nous partage son retour d'expérience sur la façon dont cette solution améliore la rétention des connaissances et des compétences, ainsi que la comparaison avec la formation traditionnelle. Bonjour Benoît, es-tu là? Salut Laurent, bonjour à tous. Oui, je suis bien là. Ah, super. Eh bien, merci d'être là. Merci à toi de m'avoir invité à participer à ce webinaire, qui pour l'instant est très intéressant. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la réalité augmentée, ça permet de découvrir un petit peu la technologie et les nouvelles applications qu'on peut avoir dans la formation. Donc merci. Moi, pour expliquer un petit peu le pourquoi, du comment je suis arrivé à la réalité augmentée. En fait, nous comme tu le disais si bien, Laurent, on a créé l'organisme de formation en 2017. En étant ancien pompier, au fait, évidemment, la formation incendie, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Mais je n'ai pas que cette casquette-là, je suis aussi formateur de formateurs, concepteur de formation, et tout ce qui est ingénierie pédagogique, c'est des choses qui me parlent forcément. Il y a quelques minutes, tu parlais de l'intérêt de la réalité augmentée, notamment sur la perception de l'apprenant et le fait que au niveau cérébral, on avait vraiment quelque chose qui était différent au niveau de l'apprentissage. Et là, c'est vrai que la réalité augmentée apporte pas mal de réponses, puisque une fois qu'on a vécu une situation, le fait d'avoir réalisé les gestes réellement nous permet de mieux se souvenir, puisque notre cerveau il est fait comme ça. Voilà. Donc vraiment hyper intéressant. Au tout départ, ce qui m'a amené moi, à aller vers la réalité augmentée, c'était la volonté de développer un produit. Je voulais me lancer sur ce marché-là, mais un peu trop tôt, quelque chose d'assez cher. Et donc, du coup, j'ai découvert, par exemple, quelqu'un qui utilisait une solution HoloLens. Cette personne a eu le mérite de développer une solution qui était hyper intéressante, mais beaucoup trop onéreuse au moment où il l'a mis sur le marché, et il a trop vite rentabilisé sa solution, je pense. Et du coup, moi, j'ai dû m'en détacher. J'avais pas les réponses à mes besoins et à ce que je recherchais. Et toi, à ce moment-là, tu étais en train de te lancer sur la réalité virtuelle. Et le Fire VR était déjà une réponse hyper intéressante à mon goût, puisque effectivement, dans une salle, par exemple, de 8 mètres carrés, on pouvait tout à fait dire, voilà, vous allez faire une évacuation complète, allez éteindre quelque chose. Donc ça, c'était la réalité virtuelle. Il y a eu l'évolution par la réalité augmentée. Gros atout, moi, pour parler de ta solution, même si je ne suis pas un commercial Fire VR, hein, mais si je l'utilise... On aimerait bien.
Si je l'utilise, c'est que j'en suis convaincu quand même. L'énorme atout, déjà, quand on est formateur, même formateur indépendant, parce que nous, on est organisme de formation, donc on a des moyens financiers, oui. Un formateur indépendant, s'il souhaite avoir sa solution FireVR, il peut. C'est accessible. Et ça, c'est déjà un truc, pour moi, qui est génial. Quand tu as présenté les différents masques qui existent, moi, depuis le Quest 1, du Quest 1 au Quest 3, je les ai tous. Hein. À chaque fois qu'il y en a un nouveau, j'en rachète un. Et s'il coûtait 5000 euros, je pense que je réfléchirais un peu plus à chaque fois que je voulais en acheter un. Là, c'est pas le cas. Donc, c'est top. La portabilité de la solution. Si on regarde, en fait, tout à l'heure, Nicolas avec la BNF nous parlait du bac à feu, de toute la logistique. Quand on est formateur indépendant, ces problématiques-là, elles sont importantes. Donc, du coup, nous, on est bien content de pouvoir donner un sac à nos formateurs avec 2 extincteurs dedans et un masque qui nous permettent d'intervenir en fait, hyper facilement. Il peut même prendre le train. Et moi, pour ma part, c'est ce que je fais, par exemple. Je prends le train, je me déplace avec ma solution FireVR. Donc, c'est génial. Donc, ça déjà, c'est un truc qui est top. Maintenant, je vais être totalement franc. On parlait aussi des risques tout à l'heure concernant la formation. Moi, en fait, je l'utilise un petit peu différemment de Nicolas avec la BNF. En fait, pour moi, le Fire VR, le Fire AR, ils sont dans un parcours de formation. En fait, quand on a une entreprise ou quand on a une clientèle, le défi, en fait, c'est aussi de garder sa clientèle. Et quand vous faites toujours la même formation, arrive un moment, le client il dit bon c'est bien, mais en fait tous les 3 ans, il revient Benoît et puis il va me faire une formation avec toujours le même truc. Donc l'effet, même si le Fire VR a un super effet puisque là c'est très à la mode, il faut aussi se projeter dans plusieurs années et du coup se dire comment je peux faire pour renouveler aussi mon programme de formation et faire que l'apprenant va être vraiment intéressé. Nous, en fait, on a trouvé une solution. On s'est dit, tiens, en fait, on va utiliser plusieurs outils. C'est-à-dire que la formation initiale, quand on peut, bien sûr, parce que c'est pas toujours évident, formation initiale, si on peut, on la fait en feu réel. Ensuite, la formation, ensuite, on va aller sur une formation avec la réalité virtuelle pour faire l'année suivante ou la prochaine session formation en réalité virtuelle qui va me permettre du coup de faire réaliser le processus d'évacuation complet. Et enfin, l'année suivante, on peut aller sur la réalité augmentée. Alors, bien sûr, ça, c'est nous ce qu'on a mis en place. Vous, ça va être certainement... vous aurez peut-être des besoins ou des contraintes différentes. Vous le ferez peut-être différemment. Mais en tout cas, nous, on a choisi de faire ça comme ça. Franchement, je pense que c'est une bonne solution. Parce que c'est bien aussi de montrer une vraie flamme de temps en temps. Parce que justement, comme on disait tout à l'heure, la réalité virtuelle, elle a ses limites. Ou la réalité augmentée. Donc voilà, on essaie vraiment de faire les choses comme ça. Aussi, j'en profite pendant que Laurent est là, un petit truc en plus. Si à un moment tu peux mettre sur le sac qui porte les extincteurs des petites roulettes, les formateurs n'en seront que plus contents. Parce qu'au bout d'un moment, à l'épaule, c'est un petit peu lourd. Voilà. Ouais. Après, on peut avoir un diable, mais c'est vrai que ça serait sympa des roulettes intégrées. Après, voilà. Là, je suis vraiment dans le détail. On va rester sur la solution en elle-même et franchement, moi, je suis pleinement convaincu de ça. Après, c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis sur les formations hybrides. Un peu le terme à la mode maintenant, c'est blended learning. C'est vrai que si ton client a les capacités de te confier quelque chose où les stagiaires font face à un feu réel, puis à de la réalité virtuelle, puis à de la réalité augmentée, alors là, tu passes tout le spectre des connaissances, tu fais de l'ancrage avec 3 points de vue différents. C'est un peu le summum du genre. Moi, je pense que c'est une réponse. Maintenant, il n'y a pas la bonne réponse. Hein. Je leur dis, on a chacun nos points de vue. Et puis, par exemple, le feu réel, oui, ça, comme Nicolas l'a dit tout à l'heure, c'est au niveau contrainte logistique, oui, c'est une contrainte.
Maintenant, est-ce que pour autant, il faut l'écarter complètement? Moi, je ne pense pas. C'est bien de pouvoir le faire quand on peut le faire. Étant nous situés en région parisienne, c'est sûr qu'on a peu de personnes qui ont forcément un espace où je vais pouvoir mettre un bac à feu ou alors stationner une unité mobile, je vous en parle même pas. Donc là, avec le Fire Air, on a une réponse. Et ça, c'est génial. Et pour vous donner juste une petite information, mais en fait, au niveau prospection commerciale, euh, alors les clients qu'on a déjà, à chaque fois que je leur parle du Fire Air, je dis ouais, nous on est sur la réalité augmentée, on a une super solution. Ils sont tout de suite déjà dans l'effet waouh, avec ah c'est super la réalité augmentée, ça peut être bien, ça va être adapté à notre situation. Nous on a des risques dans l'entreprise, par exemple une entreprise d'imprimerie, voilà ils ont un environnement qui est très spécifique. En fait là j'ai pas besoin de redévelopper un environnement comme la réalité virtuelle. J'arrive avec mon Fire AR, je leur place les éléments nécessaires dans l'environnement réel et ça plaît en fait. Ça plaît. Sans parler des apprenants qui, quand ils mettent un masque, sont hyper convaincus de ah ouais, mais c'est super, en fait, on peut faire plein de trucs avec ça. Et oui, bien sûr, on peut faire plein de trucs. On peut mettre des situations plus ou moins complexes. Voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'avantages. J'en étais déjà convaincu auparavant. Maintenant que c'est développé, c'est encore mieux. Et ce sera de plus en plus accessible. Donc super. Pour moi, en tout cas, pour moi, c'est que du bon. Et bah, extra. Merci beaucoup. C'était tellement clair qu'il n'y avait pas de questions. Et bah, merci beaucoup, Benoît, et puis à tout à l'heure. Merci à toi, Laurent. À tout à l'heure. Benoît a évoqué le fait qu'il puisse travailler chez des clients imprimeurs. On se pose évidemment la question des différents secteurs d'activité dans lesquels la réalité augmentée est adaptée. On a travaillé avec les formateurs référents, donc certains des experts que vous découvrez aujourd'hui, que vous rencontrez aujourd'hui, et puis d'autres. On a eu beaucoup d'aide des formateurs. C'est un peu notre façon de procéder. On n'a pas souhaité avoir de référents pédagogiques en interne pour être toujours ouvert aux avis des clients, des utilisateurs. Ils ont déjà fait énormément de simulations, de présentations, de formations déjà, de réelles formations et des journées sécurité dans un très grand nombre de secteurs d'activité. À chaque fois, le système est reçu avec enthousiasme. Il y a pas mal de choses, d'évolutions qui sont demandées. N'hésitez pas à nous dire si vous adressez des secteurs d'activité particuliers et si vous imaginez des choses qu'on pourrait faire pour mieux vous aider à adresser vos clients. Et puis, on va voir quelques images de stagiaires, de formateurs, dans différents domaines. Alors, là, on voit des images des formations à la BNF, où on voit que le stagiaire va traiter l'incendie et aussi porter secours à une victime. Donc là, c'est ce dont parlait Nicolas, aborder vraiment l'ensemble des sujets. Ici, des tests qui avaient été réalisés au tout début du développement dans des monuments historiques, le château de Fontainebleau. Les formateurs d'IKEA qui utilisent FireVR sur la théorie générale et ensuite FireAir sur la pratique générale et ensuite FireAir en rayon, dans le stock, sur tout leur métier, depuis la cantine. Des images de Stéphane Rousseau qu'on va avoir, Roussel qu'on va voir tout à l'heure. Ici, des tests en station-service. On voit que le système fonctionne très bien en plein soleil et en pleine lumière. Et puis, comme je vous le disais, nous avons déjà fait des tests. Il y a déjà des tests effectués dans l'industrie chimique, dans la production, dans le recyclage, le BTP, les établissements scolaires, l'hôtellerie, la restauration, la logistique. Et donc, on a travaillé dans des environnements tertiaires, des entrepôts, des parkings, des salles serveurs, des salles de lecture.
bref, un très très grand nombre de situations. Alors, parler de ça, à nouveau, un expert qui a une longue expérience de la réalité virtuelle et augmentée, Nicolas Poussard, le gérant de Préventi-Risque, qui utilise la réalité virtuelle 3D, virtuelle 360, le web VR, donc là c'est des applications à 360 degrés sur mobile, dans le cadre de formation incendie, SST et prévention des risques au sens large. Nicolas est un ancien sapeur-pompier, c'est le gérant de Préventi-Risque depuis 2015, et il nous a accompagnés dans l'élaboration de plusieurs solutions de formation, dont SSTVR. Il utilise les simulateurs incendie et réalité virtuelle, pas que les nôtres, il en a utilisé d'autres aussi depuis 2019. Est-ce que tu es avec nous, Nicolas? Je suis là. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Est-ce que tu veux nous dire sur quel secteur tu trouves que la réalité augmentée est particulièrement adaptée? Peut-être des secteurs sur lesquels tu as accompagné des clients en journée sécurité, en formation, en sensibilisation, et puis peut-être les limites ou les secteurs où tu penses que ça serait difficile d'aller, bref, toute cette partie appliquée du système. On va commencer à l'envers, on va commencer par les limites. Parce que les limites, il n'y en a pas beaucoup en fait. Les limites, c'est votre imagination tout simplement. C'est le formateur qui va créer son environnement, son scénario. Donc la seule limite, c'est votre imagination à vous en tant que formateur, en tant qu'animateur. Et ensuite, c'est vous qui allez créer ce scénario, qui allez animer cette séquence pédagogique pour atteindre votre objectif. C'est comme tout outil pédagogique en fait. L'objectif, c'est savoir bien l'utiliser pour atteindre son objectif. C'est comme quand vous utilisez un paperboard ou un PowerPoint. Si vous ne savez pas utiliser votre PowerPoint, vous êtes en train de cliquer partout, vous n'allez pas réussir à atteindre votre objectif, ça va vous embrouiller. C'est l'objectif avec tous ces outils, c'est déjà quand on sait bien l'utiliser, quand on a bien formé son formateur à l'utilisation, tant utilisation technique que pédagogique, en fait, vous retirez toutes les limites dans vos formations avec la réalité augmentée. Nous, par exemple, on a pu tester depuis fin mai, début juin, on a pu tester au tout début la réalité augmentée. On a eu cette chance avant de le présenter avec Laurent sur Préventica. Et pour un premier test grandeur nature, on a pu faire ça dans une usine où là, la limite, c'était plus la limite de temps parce que l'usine était assez grande et c'est aller faire du scénario sur le poste de travail. Donc, c'est plus la préparation en amont avec votre client qui doit être la plus complète possible pour justement ne pas être limité dans le temps. Parce que le gros avantage FireAir, comme ça a été dit par Nicolas et par Benoît, c'est qu'on peut faire de la formation en situation de travail. Donc, nous, par exemple, c'était pas des agents de la BNF. On était sur des personnes qui travaillent dans une usine, beaucoup de soudeurs. Donc, un environnement bruyant, un environnement industriel très hostile à la nouvelle technologie à la base et pas adapté, on va dire, pour faire une formation classique. Mais là, l'avantage, c'est qu'on a pu leur faire un apport théorique auparavant. Ils sont chacun retournés sur leur poste de travail. Et ensuite, directement sur chaque poste de travail, on a pu faire un scénario individualisé. Ce qui a permis de faire un débriefing à chaud et de faire réagir l'apprenant directement sur son poste de travail. Ce qui nous offre en fait plein de possibilités pédagogiques. Souvent, on nous dit, Laurent, à chaque fois sur les salons, on a ses remarques sur le ressenti de la chaleur. Oui, mais la limite, c'est qu'on n'a pas la chaleur. Ça, c'est encore vous, en tant que formateur, qui vous fixez cette limite. Parce que notre objectif en formation, c'est pas de faire ressentir la chaleur, c'est que la personne puisse faire le process qui lui est imposé dans son entreprise. Comme a dit Laurent, comme a pu dire tout le monde, ça va être l'alarme, prendre un extincteur en fonction du type de feu. Et encore, certaines entreprises demandent simplement de donner l'alarme, de mettre en sécurité tout le monde. Et l'extincteur, on leur demande même pas. Donc, dans tout ce qui est demandé dans les entreprises, l'effet de la chaleur, c'est même pas quelque chose qui est demandé, c'est même pas une limite. C'est nous, en tant que professionnels, en tant qu'anciens sapeurs-pompiers, souvent, ce sont les pompiers
qui se fixe cette limite. Oui, mais il n'y a pas le ressenti de la chaleur. Mais moi, en fait, j'ai pas cette problématique. Et l'apprenant, au final, il n'en a pas besoin parce que c'est nous qui lui apportons en fait le savoir. Et notre objectif, c'est que vraiment cette personne, on arrive à passer le message. Et la réalité augmentée, pour avoir testé dans une usine, dans l'hôtellerie, dans le BTP, à l'extérieur, comme vous a dit Laurent, et comme on a pu voir sur les vidéos, la seule contrainte à l'extérieur, c'est faire attention à ses lentilles au niveau des lunettes. Parce que les lentilles sont assez fragiles. C'est plus la contrainte, c'est plus, on va dire, faire attention à son matériel pour pas qu'il soit détérioré. Mais ça, c'est comme partout. C'est comme tout matériel qu'on utilise. Mais sinon, les limites, je cherche encore. Comme vous a dit Laurent, les limites, c'est plus les idées en fait pour développer l'outil qui est sans cesse en train d'évoluer. Parce que là, on est déjà sur une V2. Je voyais dans les questions tout à l'heure, est-ce que la V1, il y avait des bugs on est déjà sur une V2 où sans cesse, en fait, l'équipe d'Arduino fait évoluer l'outil à l'écoute des formateurs. Et ça, c'est une vraie plus-value. Et du coup, si vous voyez des limites, il faut leur en parler. Et derrière, l'équipe voit pour la faire évoluer. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, Laurent, un petit peu sur les limites. En fait, il y a quand même une limite, c'est les zones ATEX, par exemple. Les oui, zones où on n'a pas le droit d'utiliser un téléphone portable. On ne peut pas venir non plus avec un casque de réalité virtuelle, mais ça n'empêche pas qu'on peut aller faire des exercices dans la même entreprise à l'endroit où c'est pas complètement. Oui, bien sûr, dans une zone ATEX, c'est tellement évident pour un formateur de ne pas aller dans ces zones avec un appareil électrique. C'est vrai que j'ai même pas évoqué ce sujet. Tu as raison. Alors, on nous pose la question dans le chat des personnes épileptiques. Est-ce que tu as un retour là-dessus? Est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'inconfort avec la réalité augmentée? Est-ce qu'il y a des cas de nausée? Et que ce soit en réalité virtuelle, pour avoir fait passer depuis 2017 quasiment 10 000 personnes sous des casques de VR, les outils ont nettement évolué. Déjà en réalité virtuelle, tout ce qu'on entend sur ça fait vomir, ça fait. Il faut savoir que ce qui fait vomir, c'est quand au niveau du cerveau, vous êtes perturbé, vous ne maîtrisez pas ce qui se passe. Ce qu'on appelle la cybercinétose. Déjà en réalité virtuelle, c'est nous qui décidons de l'endroit où nous nous déplaçons. Donc cette cybercinétose, elle est très faible. J'ai le pourcentage de personnes qui ont une sensation déjà de malaise, il n'y en a pas. C'est-à-dire de mal-être léger, peut-être, et encore, ça passe en 2 minutes, et c'est vraiment une minorité. Je ne parle de la réalité virtuelle. Et en réalité augmentée, là, vous diminuez encore drastiquement. Je ne vais pas vous dire qu'on est à zéro, ce serait mentir, mais c'est vous, surtout en tant que formateur, de savoir accompagner l'apprenant. C'est ça qui est important. On n'est pas juste en train de mettre un casque sur la tête à quelqu'un et allons-y, fonce. Non, il faut expliquer ce qu'on va faire à la personne. On va la rassurer, surtout qu'il y a des personnes qui sont sensibles. Donc, du coup, on est là pour les rassurer. Et du coup, si jamais ça va pas, faut les accompagner et retirer le casque si besoin. Mais quand on va rassurer la personne, des fois, elle va dire, je vais faire l'exercice. Si jamais ça va pas, je vais retirer. Allez-y. Si jamais ça va pas, je suis à côté de vous, je le retire. Sauf que la personne se rend compte à la fin de l'exercice, mais en fait, j'ai pas eu de mal-être, j'ai pu faire l'exercice jusqu'au bout. Voilà, votre rôle, il est vraiment important. C'est vraiment primordial, votre rôle de formateur, d'accompagnant. C'est ça qui va faire qu'on va diminuer, en fait, ce taux de stress lié à la technologie, qui aujourd'hui a nettement évolué. Et quand vous questionnez un petit peu les gens qui ont déjà eu des sensations de vomissement avec la réalité virtuelle, posez-leur la question de ce qu'ils ont déjà fait en VR. Souvent, ils ont fait des attractions en réalité virtuelle où là, ça va dans tous les sens. Ou moi, le premier, je ne fais pas 5 secondes, parce que sinon, je vais me retrouver comme eux, je vais prendre un saut à côté et c'est parti. Donc, vraiment, les solutions d'Arduino ou d'autres solutions, les solutions aujourd'hui de formation en réalité virtuelle sont adaptées à tout public, sans problème. Et je voyais une question sur les lunettes tout à l'heure. Les lunettes, il n'y a que les personnes qui ont des lunettes extra larges, il y en a que quelques. Ça peut arriver que le casque ne passe pas, mais c'est vraiment très peu de personnes. Oui, et puis pour la sensation de mal de mer, en fait, c'est au tout début de la réalité virtuelle, on utilisait des lunettes en carton avec un téléphone. Et à l'époque, c'était pas du tout adapté. Et comme tu dis, il y a des gens qui
au lieu de faire des images assez zen, qui pouvaient être quand même jolies, ils ont voulu faire des montagnes russes, des choses incroyables, et il y a plein de gens qui étaient malades. Donc, en effet, quand les gens nous disent oui, j'ai eu du mal de mer, ah bon, c'était quand? Oh, ben, c'était il y a 4-5 ans avec des lunettes en carton. Okay. C'est normal, pas de souci, vous n'aurez pas de mal de mer aujourd'hui. Et après, c'est extrêmement, extrêmement rare. Ça doit être peut-être 1 ou 2% des gens qui supportent pas le casque. C'est très faible. Après, on peut pas l'écarter, il faut y penser, mais c'est en tant qu'animateur, justement, d'être conscient de ce risque pour bien les accompagner. J'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment notre rôle. Mais on peut les rassurer. Je sais que moi, je leur dis, écoutez, essayez, vous mettez le casque. De toute façon, si vous n'êtes pas à l'aise, vous fermez les yeux, on enlève. Et je n'ai même pas de souvenir de ça n'aurait pas fonctionné. Et bah, extra, merci beaucoup, Nicolas. Plaisir. Est-ce qu'on a des questions dans le chat? Dans le chat, il y avait une question sur la durée moyenne d'un scénario. Donc, c'est entre 3 et 5 minutes si on utilise vraiment un très grand espace et si on est sur un étage de bureau. Ben, en fait, alors, la durée, j'ai vu des cas où il fallait passer un palier avec des portes automatiques et aller sur un palier d'ascenseur pour sonner l'alarme. Donc là, ça a duré un petit peu de temps puisque les collaborateurs ont cherché les boutons d'alarme dans les couloirs, ne les ont pas trouvés et ça a un petit peu bugué. Ce qui est intéressant, c'est que ça a sans doute bugué comme ça aurait bugué en réel et du coup, ils ont tous mémorisé où étaient les boutons. Donc en gros, les formateurs se basent sur 5 minutes. Donc là, on a vu qu'il y avait une évolution qui était possible grâce à la réalité augmentée. Et ce que les formateurs nous disent, on a vu avec les formateurs de la BNF que parfois ils faisaient des petits groupes. En fait, ils savaient qu'il y avait 3 personnes qui étaient disponibles pour une formation. Ils faisaient une formation éclair. Benoît nous a dit que il faisait de l'hybride, des formations hybrides avec peut-être un atelier bac à feu, un atelier réalité virtuelle, réalité augmentée. Aujourd'hui, on voit qu'il est possible de changer l'organisation des sessions de formation pour optimiser le temps, c'est-à-dire réduire le temps de formation tout en maintenant un haut niveau de qualité. Chaque stagiaire va être monopolisé moins longtemps. On peut passer à des formats hybrides et flexibles. On peut faire des formations plus courtes et plus ciblées avec des personnes qui ont besoin d'un maintien des acquis. On va porter peut-être un petit peu moins d'attention sur la théorie, mais faire tout de suite 1 ou 2 exercices pratiques et aller très vite. La gamification et l'apprentissage par l'expérience permettent de faire des formations plus interactives, participatives, ludiques, par la mise en situation quasi réelle. Et ce qui revient souvent, et c'est notre grande fierté, c'est que Fire AR est enfin une solution ludique pour les formateurs. C'est-à-dire qu'on a toujours essayé de faire des choses qui étaient agréables d'utilisation pour les stagiaires. Maintenant, on arrive à quelque chose qui est très agréable à utiliser par les formateurs et c'est une grande fierté. On peut faire de l'évaluation en continu, en temps réel, sur les progrès des apprenants. Et puis, c'est tellement léger et mobile qu'on peut aller former un petit peu dans tous les endroits de l'entreprise avec un matériel très léger, facilement transportable. On voit les formateurs se déplacer dans l'entreprise avec le casque sur la tête, un extincteur dans chaque main, et puis ils peuvent aller accompagner les personnes qui sont en production, celles qui sont dans le tertiaire de façon différenciée. Et pour traiter ce sujet, on a choisi d'inviter Stéphane Roussel lors du centre de formation CPFI, dont il est associé. Et Stéphane a des choses très intéressantes à dire puisqu'il a commencé la réalité virtuelle en 2017 où il a fait produire un des premiers simulateurs incendie. Il utilise FireVR et FireAir depuis 2021 et il va nous présenter ses retours d'expérience sur les nouveaux formats pédagogiques qui permettent à la fois d'optimiser les temps de formation par stagiaire tout en offrant une expérience plus agréable et surtout plus efficace. Est-ce que tu es avec nous, Stéphane? Alors oui, je te remercie. Effectivement, merci déjà de m'avoir invité pour participer à ce webinaire, donc avec les collègues qui ont tous utilisé peu ou prou ces outils-là. Donc effectivement, comme tu le spécifiais dans ma présentation,
le CPFI a démarré le monde de la réalité virtuelle en 2017. À l'époque, très peu de solutions étaient proposées sur le territoire français. J'ai donc été obligé d'aller chercher des compétences dans le développement de ce type d'outils outre-Atlantique au Canada. Et effectivement, comme tu le rappelais, j'ai su passer par la phase d'aller prendre des photos sur un site hospitalier, puisqu'à l'époque, je voulais faire développer un outil, notamment dans les établissements de santé et les maisons de retraite, et de faire modéliser tout ça en 3D pour pouvoir utiliser à l'époque avec le HTC Vive, qui était plus lourd, avec des balises, avec des câbles, et notamment ce que tu proposes aujourd'hui avec les outils Oculus 3 et 2, c'est de la normalité, c'est le côté léger, c'est l'aspect complètement déplaçable sans une logistique de formation lourde et complexe, chose que je n'avais pas avec le HTC Vive, même si c'était très performant et très puissant au niveau de la qualité graphique. Aujourd'hui, je crois que l'Oculus 3 réussit à garantir un niveau graphique et une fluidité dans l'apprentissage et dans l'immersion de l'apprenant qui est tout à fait égalable avec ces outils très lourds qui étaient utilisés sur les années 2017. Donc, ça fait maintenant 7 ans que la date est passée. Bien évidemment, la réalité augmentée a fait un bond aussi par rapport à la réalité virtuelle. Et la crainte que j'avais quand tu m'as présenté cet outil au mois de mai 2023 ou 24, je sais plus, c'était de dire le graphisme de la réalité augmentée a-t-il évolué, au point de faire oublier à l'apprenant que c'est quelque chose de rajouter à son environnement réel et professionnel. Et tu m'as prouvé effectivement que c'était le cas, et qu'aujourd'hui, même s'il y a des petites différences, ça reste extrêmement immersif, et l'apprenant a une présence virtuelle, une présence dans l'immersion qui est assez impressionnante. Et l'apprentissage qui est fait aujourd'hui avec ces outils, tous les collègues ont dit des choses très vraies. On a un peu oublié des gens, ce sont notamment les personnes en situation de handicap, puisque le CPFI est associé et partenaire de l'AFIP, qui est un établissement qui intègre les personnes en situation de handicap dans les industries. Et même ces personnes ont accès à ce genre d'outils, puisqu'il n'y a plus justement la crainte du bac à feu, le risque de blessure, tous ces blocages qu'on pouvait avoir. Et comme Nicolas le spécifiait il y a quelques minutes, effectivement, les limites données à ce type d'outils sont exponentielles. C'est-à-dire que, et je reviendrai sur la chaleur et la fumée. On se trompe pas de public, on forme pas des sapeurs-pompiers, on forme pas des pompiers d'entreprise, on forme des primo-intervenants qui bien souvent, en termes de chaleur, sont exposés que très rarement à ce type de problématique. Et faisons confiance au cerveau, qui est largement capable de compenser cela, notamment grâce à la distorsion cognitive et cette capacité qu'il a d'aller chercher dans notre bibliothèque de la fumée que l'on voit, ça sent quelque chose pour lui. Donc, il va retranscrire ça dans notre cerveau et nous dire ça sent quelque chose. J'ai d'ailleurs des apprenants qui m'ont souvent dit, mais j'ai senti la fumée. Est-ce que vous avez mis quelque chose à brûler à côté de moi? Alors que pas du tout. Et pour la chaleur, c'est exactement la même chose. J'ai même des fois des gens qui me disent, mais vous m'avez mis quelque chose de chaud à côté de moi, j'ai ressenti de la chaleur. Non, c'est le cerveau qui travaille pour nous et qui fait que, effectivement, ce que l'on montre au cerveau, du moment que c'est quelque chose de très précis et de très immersif, il expérimente cette situation, il croit avoir vécu la situation. Et tout à l'heure, je ne sais plus de qui des collègues intervenaient en disant la rétention pédagogique, ce que les gens retiennent sur ce type de formation, ce qui avoisine les 85%, c'est phénoménal. Ce qu'on n'a pas sur un bac à feu. Ne dénigrons pas les autres outils, puisque le bac à feu a ses avantages aussi. Et souvent, d'ailleurs, des clients nous répondent, pour les primos apprenants, j'aimerais qu'ils passent par le bac à feu pour sentir ce que fait l'extracteur dans ses mains. Et ensuite, sur des phases de recyclage, on pourra envisager la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ça. Et le format qui est utilisé est complètement adaptable et surtout propre à chaque formateur et chaque organisme de formation. Nous, ce que nous avons développé, c'est, et ce qui fonctionne aujourd'hui avec la réalité virtuelle, c'est de prendre des gens en unipersonnel pendant une demi-heure avec 20 minutes de théorie,
10 minutes d'immersion avec plus ou moins de scénarios proposés. La réalité augmentée permet d'aller un peu plus vite, mais il faut quand même pas oublier la phase effectivement théorique, parce que quelqu'un qui ne s'est jamais servi d'un extincteur, si on lui a pas expliqué les différents phasages, et notamment la mise en œuvre de la levée de doute devant une porte et les principes de précaution à aborder à ce sujet-là, on l'envoie au clash. Donc, la réalité augmentée fait gagner du temps, effectivement, sur les apprentissages, mais la théorie doit faire partie du package. Donc, nous, ce qu'on a ciblé, après avoir essayé plusieurs formats, c'était une demi-heure par personne. On peut aller au-delà, bien évidemment. On peut prendre des groupes. Ne sous-estimons pas la gêne de l'usage de l'outil informatique et de ces nouveaux outils, notamment, par rapport aux autres. De mettre 10 personnes dans une salle, vous êtes certain que vous en avez 3 qui vont refuser de faire l'immersion par gêne par rapport aux autres présents dans la salle. Si là-dessus, vous rajoutez en plus des problématiques ou des contraintes de hiérarchie, un patron n'utilisera pas la réalité virtuelle devant ses salariés s'il est gêné aux entournures parce qu'il n'osera pas vis-à-vis de ça, vis-à-vis du regard que les autres portent là-dessus. Donc, il faut bien prendre en compte tout cet environnement, tous ces paramètres, et une fois que le formateur a déterminé avec son OF ou en indépendant ce qu'il croit être la bonne solution, qu'il aille au fond des choses et que ce soit un format d'une demi-heure, un format de 30 minutes, de 10 minutes, ou un format je saute d'apprenant en apprenant, j'en passe 40 à la journée, peu importe ce qui est utilisé comme durée, le tout c'est que le formateur soit en accord avec ce qu'il fait et qu'il soit en capacité dans l'entreprise de pouvoir passer 8, 10, 12, 15, 20, 30 personnes dans la journée, ce qui n'est pas toujours évident. Je pense notamment au milieu hospitalier, où là, les gens vont pas vous libérer 30 personnes à la journée ou 40 personnes à la journée. C'est quasi impossible. Alors, ce que tu disais, c'est que chez certains clients, tu fais des cours particuliers. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, je prends l'exemple de Carrefour avec qui nous sommes référencés, ou Chinson, des entreprises manufacturières dans lesquelles on a pu intervenir. Effectivement, la demande du client a été de cibler au poste de travail le discours théorique qui était tenu. Et notamment, certaines enseignes nous demandent d'éduquer leur personnel au respect des règles de sécurité dans les réserves. Chez Hutchinson, ça a été par exemple des procédures d'arrêt de machine en urgence qui étaient très spécifiques. Donc, dans les slides et notamment dans la partie théorique, étaient intégrées ces problématiques-là de manière à pouvoir répondre à la demande du client. Donc, effectivement, la réalité augmentée par rapport à la réalité virtuelle va permettre de switcher quelques petites temps de formation, mais il faut quand même bien s'assurer. Alors, le collègue qui intervenait à la Bibliothèque nationale de France est passé par le mode e-learning en amont, très bien, très bien. Et en plus, il s'assure de la compréhension de l'apprenant pour pouvoir s'assurer de faire la pratique derrière. Donc, les cours particuliers, c'est pas tellement des cours particuliers, c'est intégrer dans la partie théorique des spécificités liées à chaque entreprise ou de se plier aux exigences du client, tout simplement, hein, puisque c'est quand même lui qui demande à la base de former ses personnels. Et nous, notre job, c'est quand même de s'assurer que la personne, en sortant de la formation, sache reconnaître un extincteur, l'utiliser correctement, ne pas se mettre en danger, et que le client qui a payé une prestation de formation n'ait pas eu une impression d'abattage. Certains clients ne veulent qu'une signature sur un registre de sécurité. Ça, je crois que tout le monde sera d'accord autour de la table pour en parler. Mais d'autres clients ont des intérêts de continuité d'activité, de sauvegarde de l'outil de travail et de préservation des vies humaines, in fine. Donc, effectivement, il est indéniable que plus on va mettre de choses dans la théorie et dans la réalité augmentée et dans la réalité virtuelle, plus ça va être bénéfique. Voilà. Oui, et puis il y a quand même des… Alors, comme tu dis, il y a la continuité de la production. Il y a la difficulté parfois à libérer 10 personnes en même temps. Complètement. Et puis, il y a des coûts qui sont induits, puisque si j'ai 10 personnes qui sont en formation pendant 3 heures, en tant que chef d'entreprise, ça me coûte 30 heures de productivité. Alors que si mes 10 personnes restent une demi-heure avec un formateur, oui. Je disais, il y a la timidité parfois de faire des choses devant ses collègues. Là, c'est effacé. Si la personne a de l'appréhension avec le feu,
elle peut te l'exprimer tranquillement dans un cadre plus privé. Et puis, pour le patron, pour l'entreprise, avoir 10 personnes qui sont en formation pendant 30 minutes chacune, c'est très facile à gérer en termes d'organisation. Et puis, ça fait quand même que 10 personnes, 30 minutes, donc 5 heures de productivité où les gens ne sont pas en productivité, alors que quand on fait un groupe de 10 pendant 3 heures, c'est 30 heures. Donc là, on est sur une économie de 25 heures de productivité, Oui. Mais qui se répercute. Est-ce que tu arrives à le répercuter auprès du client? Est-ce que tu arrives à lui dire, moi, je vais être présent plus longtemps sur place? Alors, Parce que 10 personnes, 30 minutes, ça fait 5 heures de présence, mais tu lui fais aussi économiser beaucoup d'argent. Alors, c'est un argument, hein, c'est un argument indéniable lorsque vous vendez votre formation auprès du client, où vous lui présentez la formation en démonstration pour que derrière il puisse signer quelques dates. Effectivement, la problématique de coût indirect liée au peu de mobilisation du personnel sur le temps de formation, la problématique environnementale, lorsque vous avez des entreprises qui sont engagées dans des démarches ISO 14001 environnementales, qui essayent d'obtenir des labels et que vous leur proposez une formation beaucoup moins polluante qu'une formation traditionnelle avec le bac à feu, les effluents additifs, même si aujourd'hui on fait des extincteurs sans fluor, il reste quand même de l'additif qui va aller dans la nappe. On avait calculé que mon associé, qui avait à peu près 8 kilos de CO2 qui était relâché dans la nature sur une manipulation avec 12 personnes dans une salle de formation sur un bac à feu. Aujourd'hui, l'empreinte carbone et l'impact écologique d'une manipulation extincteur avec FireVR ou FireAR ou d'autres outils de réalité virtuelle qui peuvent être proposés, puisqu'il en existe une multitude, effectivement, ça reste quand même un point faible. Donc, quand on met dans la balance les coûts indirects liés au remplacement du personnel sur le poste de travail, le côté environnemental, l'adaptation aussi à certains types de handicap. Par le visuel, tout type de handicap peuvent utiliser la manipulation extincteur en réalité augmentée ou réalité virtuelle. Et que vous avez en plus de ça une rétention pédagogique qui aujourd'hui laisse à penser que nous, on a des gens, 3 ans après avoir été formés, ils sont capables de nous dire « Ah, je m'étais mis du mauvais côté de la porte, j'avais oublié d'appuyer sur tel ou tel déclencheur manuel, en bac à feu, ça m'est jamais arrivé. » Voilà. Donc effectivement, ce sont des atouts et je dirais des bras de levier qui sont indéniables. Et aujourd'hui, on est qu'au démarrage de la réalité augmentée. Quand ça va avoir pris tout son essor comme la réalité virtuelle a pris, je vous donne rendez-vous dans 5 ans, ou même dans 3 ans, avec une capacité de frappe qui sera phénoménale. Et puis, n'oublions pas que nous parlons de la formation incendie, mais la réalité augmentée et virtuelle est utilisée dans bien d'autres domaines. La chirurgie, l'aéronautique, l'aérospatiale. Donc, si ces gens-là vont dedans, c'est qu'il y a un intérêt. Alors, c'est intéressant que tu parles de l'évolution. On a Sunmaker qui nous demande dans quelle mesure est-ce que le système prend en compte la juste utilisation des extincteurs. Donc, évidemment, comme sur la réalité virtuelle, si je n'enlève pas la goupille, je ne peux pas le pulvériser. Si je ne presse pas la capsule de gaz, ça ne fonctionne pas. Et il y a un sujet dont on a beaucoup parlé ensemble, qui est la cohérence entre les agents d'extinction et la nature des feux. Oui. Et ça, c'est le sujet qu'on est en train de développer actuellement avec les formateurs et en particulier avec les agents de la BNF sur que se passe-t-il quand j'utilise un CO2 pour éteindre un feu de matière sèche? Est-ce que les flammes disparaissent pendant la pulvérisation? Est-ce qu'une fois que j'ai cessé de pulvériser, il reste des braises ou pas? Est-ce qu'il reste un peu de flamme? Et est-ce qu'il y a un risque, quelques minutes plus tard, que le feu reprenne? Ouais. Donc ça, c'est les sujets sur lesquels on travaille actuellement et qui seront publiés dans quelques semaines. Oui, de toute façon, tout doit évoluer. Et tu as vu, tous ceux qui ont pu déjà utiliser la réalité virtuelle, à l'époque, le bond qui a été fait et les capacités. Quand j'ai commencé, j'avais 3 scénarios à proposer. Aujourd'hui, sur FireVR, t'en proposes une quarantaine quasiment par environnement. Donc, on est x20. Donc, il n'y a pas de commune mesure avec les évolutions qu'il va y avoir sur la réalité augmentée. Comme le collègue qui intervenait juste avant l'a spécifié,
il n'y aura plus de limites, à part les limites de dangerosité d'environnement dans lesquelles on peut intervenir. Tu parlais de latex, il peut y avoir les travaux en hauteur, il peut y avoir plein de choses qui vont dans ce domaine-là, bien évidemment. Mais c'est nos limites, nos limites. Reste à rester cohérent avec l'objectif que tout formateur doit se fixer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut, un effet waouh, ou est-ce qu'on veut former du personnel qui sache se servir des extincteurs une fois qu'on est parti. Et ça, c'est la véritable question à toujours garder en filigrane. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, le waouh, moi j'ai vu une formation où les gens me demandaient si c'était waouh, et je leur dis, mais en fait, nous, on enlève tout ce qui est gamification, les effets visuels, les personnages qui rentrent dans la scène et qui nous guident, les aides là, un peu comme dans Iron Man, avec des textes qui nous disent as-tu pensé à faire ça, fais ça. Non, on est vraiment sur un simulateur le plus réaliste possible. C'est ce qui se passe le plus souvent, c'est que je suis tout seul à mon étage, tout seul dans l'entreprise, et puis il se passe quelque chose. Comme on dit, c'est toujours les problématiques s'empilent, et puis on a rarement un super collègue ou un pompier qui va nous dire tiens, fais ci, fais ça. Oui. Donc, on n'est pas vraiment sur du ludique, c'est plutôt qu'on utilise des choses ludiques pour créer des simulations réalistes. Et on ne veut pas que les personnes s'embêtent à se demander, comme au début de la réalité virtuelle, sur quel bouton j'appuie. Et ça, c'était pas super réaliste. Aujourd'hui, avec la réalité augmentée, je tends la main, j'attrape un téléphone, je compose un numéro avec ma main, j'appuie sur un déclencheur manuel, ça fonctionne. J'utilise un extincteur avec mes mains, j'ai plus de manipulation complexe à faire. Tout à fait. Bon, super. Ce qui est bien, c'est que c'est les premiers à avoir utilisé une techno qui imagine souvent le plus ce qu'elle va devenir à l'avenir, ce qu'elle va devenir dans le futur. Donc il y a de quoi faire. On n'a pas fini d'être challengé. Non. Puis j'ai des idées, si tu veux. Ouais. Extra, on est partant. Eh ben, merci beaucoup, Stéphane. Merci à vous. Alors, un point sur les ressources techniques de FireAir. Donc, pour utiliser le système, on a besoin d'un casque. Je pense que tout le monde a remarqué que c'était pas le Quest 3 qui est sur la diapo. C'est une petite erreur graphique, mais c'est vraiment pas gênant. Donc, il faut un casque, 2 manettes et des extincteurs virtualisés qui sont utilisables sur l'incendie ou sur la réalité augmentée. On utilise pour la réalité augmentée exclusivement le MetaQuest 3. Si en ce moment il y a une petite rupture d'approvisionnement, donc si vous en trouvez près de chez vous, n'hésitez pas à les acheter rapidement, c'est une bonne idée. Et on a commandé le Quest 3S pour vérifier dans quelle mesure il était compatible. A priori, il le sera, mais on attend que ce soit vérifié. La complémentarité entre FireAir et FireVR, certaines personnes se demandent si la réalité virtuelle est mieux que la réalité augmentée. En fait, les deux ont leur intérêt. Comme je vous le disais, on a des clients comme... alors, il y a beaucoup de clients qui ont les deux technologies. Et puis, je trouve que l'exemple d'IKEA est assez parlant, puisqu'ils ont un groupe de 10 personnes. Ils font la théorie en salle. Ensuite, la pratique en réalité virtuelle, toujours en salle, avec retransmission sur grand écran, pour que les 10 personnes fassent de l'ancrage sur la mise en œuvre du process. Process avec, comme on l'a vu, et puis des niveaux de difficulté un petit peu différents dans FireVR, avec des feux non maîtrisables, des choses comme ça. Une fois que 5 personnes sont passées sur la pratique en réalité virtuelle, ils emmènent 5 autres personnes faire de la pratique en réalité augmentée, et là, c'est plutôt des personnes qui ont des problématiques particulières qui sont peut-être du travail en caisse, du lien avec le public, de la logistique, c'est assez bien abordé dans FireVR, donc ils ne le refont pas à chaque fois. Mais il y a donc ça. Ça permet de faire de l'ancrage mémoriel renforcé, puisqu'on va voir les mêmes sujets sous plusieurs axes. On a une réalisation qui se passe si le client nous dit qu'on a peu d'espace, il nous donne un espace de 2 mètres par 2, on peut faire des exercices complets en réalité virtuelle. Et s'il nous
donne accès à des zones de production, à des lieux particuliers, là, c'est très bien, on peut aller faire de la réalité augmentée. Dans les deux cas, c'est sans danger, sans toxique, sans consommable, et on peut s'adapter à toutes les prérogatives du client. On peut retrouver nos formateurs, voir si certaines questions restent à être posées, et puis peut-être faire un tour de table de conclusion avec chacun pour qu'ils nous disent ce qu'ils retirent assez rapidement, en quelques mots de ce webinaire. Est-ce que, Nicolas, tu veux commencer? Mais déjà, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Hein, parce que notre objectif, à tous ceux qui sont à travers leurs écrans, c'est on est tous investis dans ces formations avec les nouvelles technologies et particulièrement l'AR aujourd'hui. Et on espère que du coup, ce nombre de formateurs investis va s'agrandir au fur et à mesure pour que tous, on puisse répondre à des besoins qui commencent à être de plus en plus grands avec certains groupes et à étendre notre force de frappe à tous au niveau national, voire au-delà. Je voyais une question sur la Belgique. Je ne sais pas si toi, tu as un point de contact en Belgique, mais la semaine dernière, on était en Belgique pour une intervention. Donc, on peut être demandé un petit peu partout. Ah oui, tu étais dans la petite… On était au Conseil de l'Union européenne pour une intervention, directement dans le… il y a des belles références déjà avec la réalité augmentée. Extra. Benoît, est-ce que tu veux dire un mot sur ce sujet ou un autre, à ton choix? Ouais, en fait, Nicolas a très bien expliqué la problématique une problématique. Et pour nous, organismes de formation, en tout cas, Nicolas intervient de manière nationale et internationale, pourquoi pas bientôt, j'espère. Mais je sais que moi, de mon côté, de manière nationale, c'est vrai qu'en tant qu'organisme de formation, on veut répondre à une demande client. Et tout ça, ça repose sur le formateur. Donc, c'est pas facile pour nous d'avoir des personnes qui vont vraiment savoir le faire. L'outil tout seul ne sert à rien. Voilà. On a besoin de la compétence du formateur. Nous, organismes de formation, en tout cas, c'est ce qu'on cherche et c'est ce qu'on essaie de mettre en évidence. Quand je propose, en fait, on a tous, je pense, la certification Calliope, en tout cas, on se préoccupe tous de la qualité de nos formations, même si c'est pas au travers d'une certification. Lorsqu'on dispense la formation, moi, je regarde systématiquement les retours des apprenants. Et les apprenants, ils vont autant me dire que l'outil est top que le formateur a été top. C'est-à-dire que la dynamique apportée pendant la formation par le formateur, elle est indispensable. Et c'est complémentaire. Donc, nous, on a le réseau, si on peut le créer et le développer de cette façon-là, en disant, voilà, moi, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse travailler ensemble. Il y aura du boulot pour tout le monde, il y en a pour tout le monde. J'espère en tout cas que on pourra agrandir ce réseau et continuer à se faire travailler les uns les autres parce que je pense que c'est une force. Très sincèrement, je pense que c'est une force. Extra. J'aimerais aussi informer tous les formateurs qui imaginent ou qui se projettent à acheter du matériel de réalité virtuelle. C'est que la dynamique et la fatigue et l'implication du personnel, du formateur dans la journée est beaucoup plus importante lorsqu'on fait des outils de réalité virtuelle. Il y a une question sur la partie communication et développement commercial. Alors oui, on crée des outils de communication pour les formateurs. Donc on a des plaquettes et des vidéos de présentation qu'on personnalise avec vos coordonnées. Et puis quoi d'autre? Et sur notre site, dans l'espace formateur, il y a accès à des images que vous pouvez utiliser sur vos sites web et communication. Le webinaire, en effet, on va peut-être pas le mettre sur le site parce que on a dit qu'on l'enverrait à tous les participants, mais on va vous le renvoyer. On va vous envoyer aussi le support de communication. Si certaines choses peuvent vous être utiles, vous voulez adapter le PowerPoint avec plaisir. Et puis, on répondra aussi à d'autres questions du chat auxquelles on n'a peut-être pas répondu en direct pour que l'expérience soit vraiment complète. Et super. Écoutez, merci beaucoup d'être rendu disponible toute la matinée et voire un peu plus. Merci à toutes les personnes qui ont pu participer. À très bientôt.